Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Equipoa, la chaîne qui parle canasson. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super, et encore plus parce qu'aujourd'hui on parle des paints. Bon, les paints ils sont vraiment pas au goût de tout le monde, ils sont tout bariolés, cheval d'artiste, cheval d'indien, bref on en entend des vertes et des pas mûres. Et ce qu'on peut pas leur enlever c'est qu'ils ont quand même la classe, comme on peut voir dans le film Hidalgo par exemple. Hidalgo, lol, MDR 3%, non, on parle pas du tout de Anne, là on parle de cheval, et plus particulièrement du cheval d'un livre décliné en film de fiction par la suite, parcourant 5000 km dans une course d'endurance dans le désert. Ok, bon, c'est très romancé, je vous l'accorde, mais tout n'est pas complètement faux non plus, et la première chose, ils ont un moral et une endurance à toute épreuve. En plus de ça, ils sont vifs, intelligents, bien taillés pour le sport avec une arrière-main puissante et un dos court, vraiment, que demande le peuple? Tout ça, ça en fait des chevaux méga polyvalents qui sont prêts dans toutes les disciplines et ils sont vraiment top. Ok, oui, je sais, je dis ça pour toutes les races, mais vraiment, je suis pas difficile. Bref, en dehors de ça, ils sont aussi d'un format relativement pratique et adapté à beaucoup de cavaliers, puisqu'ils font entre 1m50 et 1m60. En gros, c'est un petit cheval qui va bien, quoi. Vous vous en doutez et vous le savez, j'imagine, mais il est surtout utilisé en western de par ses origines, mais on le retrouve dans toutes les autres disciplines, comme le saut par exemple. Et là, j'espère que vous vous souvenez d'Alicia Burton et Gold Rush qui sautaient des 1m40 accrus, parce que vraiment, c'était un exploit et ce paint était un phénomène. C'est tout simplement le parfait exemple du paint qui sait tout faire. Et dernière caractéristique physique, la plus évidente, mais je me dois quand même d'en parler, ils sont pis. Et oui, ce sont des chevaux bariolés. Et attention, on commence directement avec un point culture, les paints sont à ne pas confondre avec les pintos. Les paints, bon, tout le monde le sait, c'est une race, et les pintos, eux, désignent simplement les chevaux tachetés de manière générale. D'ailleurs, anecdote si vous voulez briller en société, pinto ça vient du mot espagnol pintado qui signifie peint ou marbré. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à vous coucher moins bête ce soir, en tout cas ce fut un plaisir. Bref, donc ainsi on en a fini avec l'intro, maintenant on passe aux 5 faits. Et on commence tout de suite avec le premier fait, ce sont en fait juste des quarters peinturlurés et tout acheté. Bon, j'en ai pas parlé dans l'intro pour me laisser de quoi développer dans cette partie, mais effectivement le paint il ressemble en tout point au quarter. Excepté la robe qui doit être unie pour le quarter et colorée pour le paint, les deux studbooks ont exactement les mêmes critères de sélection pour l'un et l'autre. Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour laquelle se trouvent des lignées de quarter dans le pédigré des paints. Bon, entre nous, il existe des quarters colorés et des paints unis, mais vraiment c'est des exceptions, et me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Et pour prouver nos dires, on va faire un petit retour dans le temps. Comme je l'ai dit en intro, les paints c'était les chevaux des Indiens, mais selon l'histoire qui se raconte à droite à gauche, ça n'aurait pas toujours été le cas. Bon, on prend ce qu'on veut dans cette histoire, il y a à boire et à manger, personnellement je préfère la prendre comme une légende parce qu'elle me paraît franchement peu probable, mais je veux pas casser des délires non plus. Donc, il était une fois un colon nommé Hernán Cortés. Vous en avez peut-être entendu parler en histoire. En 1519, le mec il avait grave envie de conquérir l'Amérique, parce que bon, c'est quand même stylé de découvrir un nouveau continent. Et comme les trottinettes électriques, elles n'existaient pas encore à l'époque et qu'il avait pas trop envie de se casser la paillasse, il a ramené des chevaux. Donc là, il a ramené de l'espagnol, du pur sang, bref, un joyeux mélange, et parmi tout ce beau monde, il a ramené 2 chevaux pis. Ok, super, donc tac, il fait le voyage en bateau, ça se passe bien, et par un coup de magie, les chevaux pis se propagent dans tous les actuels États-Unis et atteignent les différentes tribus d'Indiens qui les trouvent trop cool et en font leur monture principale. Je précise que notre colon, il a débarqué au Mexique, donc avant qu'ils atteignent tous les États-Unis et qu'ils aient fait le tour, ça a pris un certain temps. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi les Indiens ils aiment particulièrement les chevaux pis, c'est en partie en lien avec leur goût pour les ornements, parce qu'un cheval uni c'est quand même bien fade. Et voilà, c'est la fin de l'histoire, plutôt du mythe. Bon, comme j'ai dit, il y a à boire et à manger, en plus j'ai volontairement grossi le trait, mais bon voilà, c'est le principal. On revient sur une note un peu plus réelle, à l'époque de Cortés et un peu après, les chevaux des cowboys c'était les quarters, et ceux des Indiens, les paints. Mais bon, ça on l'a déjà dit. Et c'est assez ouf, mais dans les standards de la race quarter, à la base, il y avait des pis. Mais un peu après, les cow-boys ont pris le seum, ils ont fait un rejet complet des tâches et ils ont viré les chevaux pis du standard de la race. Et comme il fallait bien les mettre quelque part, ces ex-quarter pis, les paints ont été créés. Enfin, du coup, ils ont juste trouvé un nouveau nom parce que rien dans leur morphologie ne les fait différer des quarters. Et ainsi, on en arrive au deuxième fait qui est beaucoup moins joyeux cette fois, ils sont touchés par plusieurs maladies génétiques vraiment pas sympas. Et pour les éviter, on utilise le test des 5 panels qui permet de dépister les différentes maladies et donc de ne pas faire reproduire les chevaux porteurs dans les élevages. Parmi toutes ces maladies, on retrouve la HIP, ERDA, PSSM, GBED ou OLWFS. C'est parti pour les descriptions des 5 maladies. La première, c'est l'hypercalémique périodique paralysis ou tout simplement HIP. D'ailleurs, je sais pas du tout si c'est légal de l'appeler HIP, mais bon écoutez, moi je vais faire comme ça.
La HIP, c'est une maladie musculaire qui n'est pas présente que sur les Paints, mais également chez les Quarter et Appaloosa issus de la lignée Impressive. Impressive, c'est tout simplement le nom d'un étalon de type halter. On va voir ça juste après, mais en gros, c'est ceux qui ressemblent aux bodybuilders. Donc ce cheval, il était super fort, trop cool, il a fait énormément de poulains entre les années 70 et 90, logique. Mais peu à peu, beaucoup de poulains ont développé les symptômes de la maladie, un lien a été fait entre lui et ce fichu gène, et on peut dire qu'il a largement aidé à la propagation de la maladie. Bref, maintenant chaque cheval issu de cette lignée doit être testé et viré du studbook s'il est porteur. Après un peu de blabla, on passe maintenant à la description pure et dure de la HIP. Pour commencer, les chevaux affectés, ils ont généralement une morphologie massive, musclée et ils présentent tous des faiblesses musculaires. En plus de ça, c'est une maladie qui prend la forme de crises, donc on va voir en 6 points le déroulé de ces crises. Premier point, elles durent généralement de 15 à 60 minutes, mais peuvent aller jusqu'à 7 heures. 7 heures de douleur, c'est vraiment long. Deuxième point, la plupart du temps, les symptômes apparaissent avant l'âge de 4 ans. Troisième point, les crises seraient plus fréquentes chez les mâles que chez les femelles. Pas de bol. Quatrième point, elles sont totalement imprévisibles et arrivent souvent après un effort ou lors de périodes de stress comme lors d'un transport, une chirurgie, un poulinage, bref, j'en passe. Pour le cinquième point, on va s'intéresser au déroulement des crises. Elles commencent généralement par de brèves myoclonies qui sont des secousses musculaires involontaires, de la raideur musculaire et parfois une procidence de la troisième paupière. Bon, c'est pas très glamour la procidence, mais en gros c'est une peau qui s'étend sur l'œil et qui forme en quelque sorte une troisième paupière. On la retrouve chez les chiens, les chats et tout plein d'autres animaux. Ensuite viennent les tremblements musculaires qui apparaissent au niveau des flancs, des épaules, de l'encolure et de la tête, puis tous se généralisent à l'ensemble des muscles. Des bruits respiratoires intermittents peuvent alors apparaître et dans les cas les plus graves, ça peut mener à la mort par asphyxie et arrêt cardiaque. Pendant les crises, les chevaux restent conscients, attentifs et ils ne montrent pas à première vue de signes de douleur particuliers. Et sixième et dernier point, ces crises sont différentes d'un animal à l'autre et peuvent être confondues avec d'autres maladies comme les coliques, le tétanos ou encore d'autres. D'ailleurs, côté humain, si vous y connaissez un peu, cette pathologie elle ressemble fortement à la maladie de Gemstorm. Ensuite, on passe à la seconde maladie, c'est l'asthénie dermique héréditaire localisée équine ou ERDA ou hyperélastose cutis. Oui, elle a beaucoup de noms. La ERDA, c'est une maladie dégénérative de la peau qu'on rencontre chez le Quarter et autres races apparentées, donc comme le Paint. À la naissance, pourtant, tout est normal, mais assez rapidement, généralement avant 1 an et demi, on voit des lésions cutanées apparaître. Cette maladie, elle entraîne alors des plissures énormes qui vont jusqu'à déchirer la peau, voire arracher parfois complètement la peau. Vous vous en doutez, les secteurs sous la selle, ils sont bien plus enclins à ces lésions-là à cause du frottement et sont souvent des alarmes. Et malheureusement, en plus de tout ça, il n'existe aucun traitement à cette maladie. On peut maintenant passer à la troisième, la PSSM ou Polysaccharide Storage Myopathie. La PSSM, elle est liée à une accumulation de sucre dans les tissus musculaires et elle a une incidence sur la motricité du cheval. Pendant une crise, le cheval il semble paresseux, il boite de manière irrégulière, il a le ventre tout contracté et il tremble au niveau des flancs. D'ailleurs, pour se soulager, il se place généralement en position de campo, donc comme s'il allait uriner. Pour cette maladie-là, la crise elle est particulièrement douloureuse. Le cheval est raide, il transpire beaucoup, il a les muscles tout durs, surtout ceux de l'arrière-main. Enfin bref, il est vraiment pas bien quoi. Heureusement, enfin je sais pas trop si on peut le dire comme ça, mais il existe une forme légère de la maladie qui ne génère qu'1 à 2 crises par an, ce qui est déjà énorme, on est tous d'accord. Pour cette maladie, on n'a pas vraiment de traitement non plus à proprement parler, par contre les symptômes peuvent être contrôlés par un régime très strict, ce qui est déjà un bon point. Ensuite, on peut passer à l'avant-dernière maladie, donc la déficience en enzyme branchante du glycogène ou GBED. Celle-ci, elle perturbe le métabolisme du glycogène et elle entraîne la mort précoce du poulain. Pour l'anecdote d'ailleurs, le glycogène c'est un glucide complexe présent dans le foie et les muscles. Pour faire simple, c'est une molécule qui stocke de l'énergie en réserve et elle est constituée de plusieurs molécules de glucose, donc le sucre, liées entre elles. Et elle sert principalement à libérer rapidement des molécules de glucose dans le sang, ce qui en fait la première source d'énergie consommée par l'organisme lors d'un effort. Le glucose d'ailleurs, c'est le nutriment utilisé en priorité par les muscles et il est également la seule source d'énergie utilisable par le cerveau et le système nerveux. Bref, on s'égare un peu, mais pour en revenir à notre maladie, elle a été constatée chez les chevaux de trait, le Quarter et le Paint. Pour celle-là non plus, on n'a pas vraiment de traitement, mais heureusement, aucun risque tant qu'on ne croise pas 2 parents porteurs. Et enfin, on passe à la dernière maladie, le syndrome létal du poulain blanc ou OLWFS. C'est certainement une des plus connues et cette maladie ne s'applique qu'au Paint overo, ce qui réduit largement son champ d'action. On verra ça juste après, mais overo, ça désigne simplement un type particulier de pie. Les poulains y naissent alors blancs et meurent dans les 48 heures après la naissance suite aux complications causées par une malformation intestinale.
D'ailleurs, dans la majorité des cas, ils sont euthanasiés bien avant pour éviter qu'ils ne souffrent trop. À la naissance, pourtant, les poulains ils semblent parfaitement normaux, mais ils montrent rapidement des signes d'inconfort et ne répondent ni aux médicaments, ni au lavement administré. Le principal problème dans cette maladie, c'est qu'ils ne peuvent pas éliminer leur méconium. Le méconium, c'est tout simplement le premier crottin. Et c'est en fait ça qui les fait mourir. Bref, on en a fini avec ces maladies, mais on voit bien l'utilité de tester les juments et les étalons avant de passer à la reproduction, parce qu'on peut éviter bien des drames. Allez, maintenant on passe au troisième point, et comme j'ai bien plombé l'ambiance, ça va être génial. La race est très populaire aux États-Unis. Là vous allez me dire merci, on sait déjà, je sais que vous savez, mais attendez la suite. Cette race, elle est particulièrement populaire aux States, et d'autant plus depuis la création du Studbook et de la fondation de l'American Paint Horse Association en 1962. Aujourd'hui, là-bas, on dénombre pas moins de 953 000 chevaux immatriculés avec 30 000 inscriptions par an, ce qui est énorme. Et si vous voulez vous rendre compte de l'énormité du chiffre, c'est presque 100 000 individus de plus que la commune de Marseille. Commune de Marseille, deuxième plus peuplée de France après Paris, je le rappelle. Tout ça, ça en fait naturellement la deuxième race la plus représentée aux États-Unis, derrière son frère jumeau, le Quarter. En ce qui concerne la France, ils sont arrivés bien plus tard et le Studbook a été créé en 2005 seulement. Pour autant, on recense environ entre 300 et 400 naissances par an, ce qui est déjà pas mal. Mais comme c'est une race qui pousse un peu partout, qui est une race rustique, qui s'élève dehors en toutes conditions, elle se répand assez rapidement. Ensuite, on passe au quatrième fait, il y a plusieurs types de paint. Et oui, comme les Pokémon, le paint peut être séparé en plusieurs types de morphologie liées à sa discipline principale. Et il en existe 4. Le premier, c'est le cheval de travail, généralement du bétail. Lui, on le retrouve dans des disciplines comme le reining ou le cutting, et pour une question de pratique, ils sont généralement de petite taille. De cette façon, ils sont rapides, maniables, agiles, tout en restant puissants. Le deuxième type, c'est le type western loisir. Eux, ils sont généralement plus grands que les précédents, avec un dos plus long, des allures plus lisses, des mouvements plus lents. C'est un peu plus des bateaux que les premiers, mais ils restent très pratiques. Ensuite, celui dont on a déjà parlé, c'est le type halter. Ceux-là, ils sont surtout utilisés pour de la présentation en main, ils sont encore plus grands, mais surtout plus massifs, comme des bodybuilders. Cependant, on note quelques controverses au niveau de la santé de ces chevaux-là, parce qu'ils sont très lourds pour leur squelette et que ça peut favoriser le développement de la maladie hip dont on a déjà parlé tout à l'heure. Évidemment, pour développer la maladie, il faut que le cheval soit déjà porteur, mais ça peut participer à son déclenchement. Et le dernier type, le type course et hunter. Les quarters, donc qui sont un peu des paints aussi comme on l'a dit, ils ont été sélectionnés pour leur rapidité dans les courses d'un quart de mille, d'où leur nom. De fait, les paints, ils ont aussi cette faculté-là, et donc ils sont particulièrement endurants dans les courses de courte distance, de 200 à 800 mètres. Ce type-là, il a des jambes plus longues, ils sont plus fins de corps que les chevaux de travail, mais ils ont quand même un gros bouti, parce que ça reste leur particularité. Les chevaux de hunter, eux, ils sont tout aussi fins et ils ressemblent davantage aux pur sanglés par leur finesse et leur délicatesse. Et ainsi on en arrive au dernier et cinquième fait. Il existe plusieurs types de paint certes, mais également plusieurs couleurs. Bon, je me doute que la plupart d'entre vous avez déjà votre galop 3. Toutefois, un rappel est toujours bon à prendre. En plus de ça, on va pas mentir, mais vraiment les types de pis, c'est le genre de choses qu'on apprend par cœur au galop et qu'on oublie complètement par la suite. Donc bon, on va les rappeler. Donc le paint, il peut revêtir 4 types de robes qui sont ni plus ni moins que les différents types de pis. On retrouve notamment le pis overo qui est un pis avec des marques blanches irrégulières non présentes sur le dos et les jambes. Ensuite on a le pis tobiano qui est un pis avec des marques blanches régulières sur le dos et les jambes et la queue parfois bicolore. Ensuite on a le pis tovero qui est tout simplement un mélange de overo et tobiano. Pour résumer, c'est une majorité de blanc avec quelques parties foncées comme les oreilles, le front ou encore l'encolure. Et pour finir on a le solide, c'est une robe tout simplement unie, sans tache blanche sur le corps autre que les balsanes ou les marques en tête. En plus de ça, ce qui est vraiment cool dans le paint, c'est qu'on peut mettre n'importe quelle robe dans le pis et ça passe. Donc il peut être pis noir, baie, brun, alezan, grulot, crème, palomino, gris, rouan, tout ce que vous voulez. Toutes les formes sont admises. Enfin surtout toutes les couleurs parce que les formes c'est pas forcément vrai. Les taches sont admises à condition d'être d'une taille supérieure ou égale à une pièce de 1 $. Pas 1 euro, attention, 1 $, c'est précis. Bon, en vrai, on s'en fiche un peu, c'est surtout les critères du Studbook, mais personne va venir vous arrêter si vous avez un cheval avec un pin non conforme. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, les 5 faits sur les paints sont maintenant terminés. J'espère vous avoir appris des trucs aujourd'hui et surtout vous avoir convaincu d'en acheter un parce que bon, ils sont vraiment trop cool. Bref, c'est tout pour moi, je vous laisse liker si ça vous a plu, commenter si vous avez quelque chose à partager ou même vous abonner si le cœur vous en dit. D'ailleurs, je vous invite à partager à vos amis si jamais vous pensez que ça pourrait les intéresser. Sur ce, j'y vais. Tchuss!